Salut l'équipe, retour des vidéos avec de la data, comme vous me l'avez demandé. Et pour l'occasion, on va parler aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de parler de joueurs. Et donc je me suis dit que on allait faire une vidéo sur des joueurs en forme. Et puis après, je suis parti plus précisément sur les milieux. Donc j'ai commencé à mettre en place mon algorithme statistique pour cette saison. Je ne l'avais pas fait avant parce qu'il n'y avait pas encore assez de temps de jeu, les joueurs n'avaient pas assez joué, etc. Mais là, il commence à y avoir pas mal de joueurs qui comptent déjà une dizaine de matchs, donc c'est plus pertinent. Et du coup, j'ai lancé l'algo, etc. Et ça a donné des choses intéressantes. Ça a confirmé la forme de certains joueurs voilà, qu'on pouvait déjà voir réaliser des performances intéressantes sur le terrain là, en ce début de saison. Et du coup, je me suis dit que j'allais en parler, j'allais vous en parler. Une dizaine de joueurs avec leur profil statistique, vous allez voir, j'ai un peu bossé le truc, on a une nouvelle présentation visuelle, etc., encore plus précise, encore plus pertinente, j'espère que vous allez apprécier. De par championnat du top 5, donc de joueurs de Ligue 1, enfin de milieu de Ligue 1, de milieu de Liga, Serie A, Bundesliga, Première Ligue. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Ça me fait plaisir aussi de revenir sur ces concepts-là, de pouvoir reparler un petit peu data, de mettre en perspective, de discuter aussi de joueurs intéressants à suivre. Alors vous allez voir, il y en a des plus ou moins connus, il y en a qui sont déjà connus et il y en a qui le sont un petit peu moins. Mais voilà, ça va être intéressant. Bon, j'ai dû faire des choix comme d'habitude. Si vous voulez vous-même rajouter des joueurs à suivre, mais vous pouvez le mettre en commentaire. Puis voilà, je ferai d'autres vidéos, donc on s'affole pas. Écoutez, on va commencer tout de suite en allant dans notre chère Ligue 1. Le premier joueur dont on va parler, c'est André Santos, donc le milieu brésilien de Strasbourg. Alors, Strasbourg, en réalité, Chelsea allait le chercher à l'époque, il y a quelques saisons déjà, à Vasco en première division brésilienne. Il l'avait prêté ensuite à Nottingham Forest, mais ça n'avait pas plus que ça porté ses fruits. Et puis là, du coup, ça fait 2 saisons, enfin c'est la 2e saison que le joueur entame avec Strasbourg où il est en prêt là-bas. Je pense qu'il va, vu les performances là sur ce début de saison et s'il les maintient, il va retourner à Chelsea la saison prochaine. Donc j'espère que mes Strasbourgeois vont en profiter du mieux possible. Il a joué 6 matchs là depuis ce début de saison, il est déjà à 3 buts. Il a marqué contre Rennes, Lyon et Lille, donc pas des petites équipes en plus, les 3 buts dans la surface, donc voilà la présence là dans la surface adverse. Pour vous expliquer, voilà assez simplement, donc là vous avez quelques informations de contexte, donc l'équipe du joueur, sa nationalité, sa position on va dire initiale et en fait là c'est plus son rôle parce qu'on peut être un milieu de terrain mais sous différentes formes et là on est plus sur du box to box. Ça c'est calculé par mon algorithme en fonction du profil du joueur, de ses statistiques. Et là si vous voulez faire simple, 76 par exemple, ça veut dire que le joueur est meilleur que 76% des autres milieux de terrain dans cette statistique-là sur le début de saison. Donc club plus pays pris en compte pour les joueurs qui jouent aussi avec leur sélection et c'est sur les stats rapportées par 90 minutes pour pouvoir équilibrer les forces. Et du coup vous voyez que André Santos déjà est très très complet. Là déjà on voit assez peu de stats négatives on va dire. Et puis il y a des données négatives qui font partie du style de jeu. Par exemple faire des courses avec ballon, voilà, percuter vers l'avant, vers le but adverse. Ça, c'est un peu une question de style de jeu, c'est pas forcément grave si tu le fais pas. Donc voilà, un joueur qui a quand même une certaine présence dans la surface adverse, qui peut arriver comme ça en deuxième rideau et qui a du coup marqué déjà 3 buts cette saison avec Strasbourg, qui tire pas mal, qui prend pas mal sa chance, et puis du coup, comme on le disait, qui a marqué, et puis bah du coup, forcément, 3 buts là en 6 matchs sur ce début de saison, bah ça te place déjà dans le top 1% des milieux de terrain. Sur la mobilité, comme on le disait, il n'y a pas forcément énormément de projection avec ballon, mais par contre, c'est un joueur qui sait comment se sortir du pressing, gagner des duels offensifs, etc. C'est vraiment intéressant, il est à l'aise balle au pied, il n'y a pas énormément non plus de déchets dans ses dribbles, il perd pas trop de ballons dans les pieds on va dire. Au niveau des passes, voilà, c'est un joueur qui est aussi assez complet mine de rien, donc la création de danger en elle-même, donc c'est le fait de
de donner des dernières passes, de casser des derrière lignes défensives, vraiment des passes qui font des différences offensives nettes et qui créent du danger direct. Bon, il est correct. Pour trouver la profondeur, bah voilà, on le disait, peut-être qu'il n'a pas besoin, lui, de remonter le ballon avec les courses. En fait, quand ça va vite se projeter devant lui, hein, c'est un peu le jeu de Strasbourg, ça se projette assez vite dans les espaces, c'est un jeu vraiment intéressant. Et bah voilà, il va avoir la capacité et la lecture du jeu, la vision pour t'adresser une passe en profondeur. Vraiment un joueur super complet alors au niveau de la progression du jeu, donc là on est plutôt sur ça va plutôt être des organisateurs qui vont bien ressortir là-dedans, parce que pour bien ressortir, il faut faire beaucoup de passes progressives, donc beaucoup de passes qui font nettement avancer le jeu vers le but adverse, donc ou alors des changements d'aile, etc. Donc voilà, lui c'est plus du jeu direct hein, qui va aller chercher la profondeur. Puis voilà, il a un déchet assez correct. Voilà, il n'y a pas non plus trop de déchets dans son jeu au global finalement. Donc c'est une chose qui est intéressante aussi, parce que je vous l'explique souvent, mais ce qui fait la valeur d'un joueur, c'est la différence entre ce qu'il va apporter et ce qu'il va coûter. Donc que ce soit par son investissement ou manque d'investissement défensif et par son déchet balle au pied. Et souvent les joueurs les plus chers, ce sont les joueurs tranchants, donc qui arrivent à produire beaucoup mais sans trop de déchets. Et voilà, lui il est très intéressant là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, donc d'où le box-to-box, vous voyez, présence offensive et présence défensive. Et grosse activité défensive, gros volume de jeu, capacité à couper les passes adverses aussi, ce qui est assez utile sur les transitions défensives, voilà, enfin transition offensive de l'adversaire. Quand l'adversaire va pouvoir contre-attaquer, c'est important d'avoir une bonne lecture du jeu pour pouvoir couper les lignes de passe et intercepter ses contre-attaques. Joueur qui est voilà, costaud, qui gagne beaucoup de duels défensifs et aussi de duels aériens. Donc non, André Santos, franchement, c'est très fort, c'est très impressionnant. Ça colle au style de jeu de Strasbourg et ça semble ça semble être un profil type qui pourrait justement faire des différences en première ligue. Donc voilà, on est voilà, personnellement je suis assez hypé par le joueur, de très grosse qualité, assez hypé par Strasbourg au global. Vous vous rappelez quand j'en parlais là dans les épisodes du Tour Mercato, je voyais des bons joueurs arriver à Strasbourg, mais j'étais un petit peu frustré parce que le Vieira Ball me plaisait pas du tout. Et là on est passé du tout au tout, on va dire, et c'est nettement plus intéressant. Et alors même si la gestion des temps forts, temps faibles avec tous ces jeunes joueurs, c'est compliqué, mais au moins on s'ennuie pas quoi en tant que spectateur neutre. Les matchs de Strasbourg, c'est quasiment tout le temps un plaisir à regarder et du spectacle garanti. Donc voilà, c'est, on va dire, une des clés de ce spectacle là et de ce début de saison intéressant de Strasbourg. Donc voilà, assez impatient de voir la suite et voir s'il va arriver à tenir cette cadence. Pour le joueur suivant, donc j'ai pas mal hésité parce qu'en Ligue 1, j'avais beaucoup d'idées. Je me disais bon, que deux choix c'est dur. André Santos, j'étais sûr. Après j'hésitais un peu, je me disais est-ce que je parle de Boudaoui, est-ce que je parle de Joao Neves, mais j'ai déjà fait une vidéo exprès sur lui, quand même assez longue. Est-ce que je parle même de Boadi avec Lille, mais pas assez de temps de jeu pour le moment, donc j'avais pas de statistiques pertinentes. Et puis finalement, je me suis orienté vers un joueur qui montre de choses très intéressantes en ce début de saison, qui renaît un petit peu avec les Canaries. C'est Johan Le Penant, le jeune milieu français, milieu offensif à Nantes, attention. C'était avant, il jouait surtout milieu défensif avec Lyon. Donc l'OL l'a prêté au Nantais, il est arrivé là cet été. Il a une option d'achat qui est à 2,5 millions. Je crois que apparemment, les Canaries ont prévu de lever, ce qui s'entend totalement. Il avait joué 457 minutes la saison dernière avec Lyon, dont 200 je crois en National 3. Enfin voilà, c'était vraiment un indésirable. Ce qui s'entend aussi, ça marchait pas forcément. Il avait un petit peu de mal parfois sous pression. Il avait du mal dans différents aspects du jeu. Et puis là, depuis qu'il est arrivé à Nantes, franchement, on voit des choses très très intéressantes. Il est à 6 matchs, 2 buts et une passe décisive. Mais en réalité, les 2 buts et la passe décisive, c'est sur ses 3 derniers matchs. En fait, depuis qu'il est revenu là de la trêve avec les U21, je crois qu'il n'a pas joué, mais depuis qu'il en est revenu, il est vraiment très intéressant. Il marque contre Angers et puis un but, une passe du coup contre Saint-Etienne. Les 2 buts marqués dans la surface, malgré une présence au global dans la surface adverse assez relative et assez minime. Mais en tout cas, quand il y est, il a pu faire des différences. Et puis voilà, vous le voyez, alors, il est identifié comme soutien. Qu'est-ce que ça veut dire milieu offensif? Alors, vous le voyez, il y a aussi une petite différence, c'est que André Santos, milieu de terrain, et Le Penant, milieu offensif. Donc, les données sur lesquelles ils sont évalués changent un petit peu, puisque c'est pas exactement le même poste. En fait, Le Penant, lui, il est en gros, il est devant. Il joue devant Augusto et Chirivella à Nantes.
Voilà, c'est un peu la pointe qui est juste devant eux, qui va être derrière l'attaquant. Et en fait, milieu offensif de soutien, c'est le milieu offensif un petit peu qui va participer au contre-pressing, qui va être propre dans son jeu. Et puis qui va se projeter parfois dans la surface, qui va marquer des buts, etc. Donc il va un peu en fait autant soutenir l'attaquant que soutenir ses milieux derrière lui. Donc c'est des profils assez rares. Il y en a pas énormément non plus. Hein. C'est le style typique du milieu du 8-6-8 qui est replacé plus haut. Mais ça m'étonnerait pas que, je crois que c'est Matuziwa du coup avec Reims. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ressorte aussi comme milieu offensif de soutien dans mes données. Et donc comme vous le voyez, donc présence assez faible dans la surface adverse, mais c'est aussi parce que Nantes est pas forcément, alors même s'ils font un début de saison intéressant et pas forcément tant présent dans la surface de l'adversaire, mais voilà, il marque des buts, du coup, comme on le disait, il est déjà à 2 buts, et puis sur la conversion des occasions, sur le rapport entre le peu de situations qu'il a, donc conversion des occasions, c'est basé sur les buts par tir, le pourcentage de tirs cadrés, etc. Excellent du coup parce que il n'a pas besoin de 100 000 situations pour en mettre au fond. C'est quand même aussi du coup c'est un grand soutien parce qu'il va partir au contre-pressing, parce qu'il va gratter des ballons assez haut sur le terrain, qui va pas. C'est aussi l'intérêt d'avoir un milieu plus travailleur qui est replacé plus haut, c'est qu'effectivement tu vas perdre en créativité, mais par contre tu vas gagner en investissement défensif et tu vas gagner dans le travail d'équipe, on va dire. Et puis Nantes a quand même besoin de ça. Il y a des joueurs intéressants à Nantes, même pas mal de joueurs sous-cotés. Mais si tu veux viser des bonnes places, tu vas avoir besoin quand même que tout le monde travaille ensemble. Bon, un petit peu correct dans les duels aériens. Au niveau des passes, donc bon voilà, niveau création de danger, ça va un peu, voilà, correct. Trouver la profondeur et faire progresser le jeu, comme il joue plus haut aussi, forcément il est un petit peu moins impliqué dans ces phases là, mais il va arriver à maintenir un déchet assez faible malgré tout. Voilà, c'est ce qu'on disait, le cas du milieu bas qui est replacé plus haut, donc il va pas ressortir par sa créativité, par les différences qu'il va créer par la passe ou par les dribbles, mais qui du coup va être assez propre et va pas forcément être un poids pour l'équipe, en tout cas dans son déchet, quoi. Au niveau de la mobilité, c'est ce qu'on disait, course avec ballon, dribble, etc., danger par les courses, voilà, c'est très faible, mais juste dans le sens où c'est pas forcément son style de jeu, c'est pas un percuteur, un dynamiteur, etc., même s'il y a quelques beaux mouvements, il y a quelques petits contrôles orientés sympas, il y a des mouvements sympas, hein. Et puis par contre, au niveau du déchet, il est à 100. Alors pour la petite anecdote intéressante, c'est le milieu offensif qui actuellement cette saison a le meilleur pourcentage de dribbles réussis, donc très intéressant. Finalement, un gars qui va pas percuter énormément, mais qui, quand il va se retrouver un peu dans la densité plus haut, va parvenir à éliminer sans perdre le ballon, ou même sur les dribbles défensifs pour sortir du pressing ou autre. Donc ça, c'est joueur très propre et que je voulais mettre en valeur. Vrai milieu offensif de soutien pour le coup, ça, je pense qu'il définit bien cette catégorie-là, ce style de jeu. Et ça fait plaisir parce que les joueurs comme ça qui, on va dire, renaissent un peu de leur cendre après avoir fait un passage mitigé dans un club, c'est toujours intéressant, surtout quand ils sont jeunes. Vous savez que je suis le premier à dire que les jeunes, il faut leur laisser du temps. Je suis l'un des plus grands partisans de la phrase, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Donc voilà, là dans le contexte nantais en tout cas, il a l'air de retrouver des couleurs et ça fait plaisir pour lui et on suivra sa saison avec intérêt. On va passer maintenant à la Liga. On va parler alors d'un joueur qui coûte beaucoup plus, qui est déjà beaucoup plus connu, c'est Martin Zubimendi, donc le milieu défensif de la Real Sociedad. Lui, il a déjà 25 ans. Il y avait eu des rumeurs qu'il avait potentiellement amené à, je crois, Liverpool cet été. Voilà, Liverpool cherchait un milieu et finalement, voilà, Zubimendi était l'une des pistes, mais il a pas bougé. Alors lui, il est identifié comme sentinelle. Voilà, c'est typiquement le sentinelle espagnol. Au niveau des stats avancées, on le voit, c'est pas un joueur qui va forcément se retrouver dans le dernier tiers du terrain, qui va forcément se mettre en valeur par sa présence dans le dernier tir, mais il a marqué quoi? Non, il a marqué un but, je crois. Il a marqué un but, mais c'est que par rapport, oui, c'est ce qu'on disait, mais par rapport aux autres milieux de terrain, déjà marquer un but cette saison, ça te met déjà plutôt bien dans la position, parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de milieux de terrain qui n'ont pas encore marqué ou autre, mais voilà, c'est pas un profil de scoreur ultime. C'est un profil quand même qui a une certaine, qui ressort plutôt bien dans la mobilité, donc dans les courses avec ballon. Alors ça va plus être des courses
pour sortir le ballon, voilà, pour le faire repartir de la défense et l'amener au milieu de terrain, aux 40 mètres adverses, etc. Et puis après, trouver une passe. C'est pareil, il peut voilà, de temps en temps aussi éliminer par un dribble, notamment sur des dribbles défensifs. En général, quand tu joues au poste de sentinelle, c'est ce que je différencie, mais les dribbles offensifs, c'est quand toi, tu vas provoquer l'adversaire, et le dribble défensif, c'est quand l'adversaire vient au pressing sur toi et que tu dois sortir de cette pression. Dans ce cas-là, tu dois essayer de faire un dribble pour l'éliminer, ce que faisait très bien Sergio Busquets, une des références dans le domaine. Au niveau des déchets, balle au pied, voilà, c'est correct, il perd pas trop de ballons, même si c'est pas voilà, dans l'élite non plus de ce qui se fait, comme ça pourrait être le cas, je crois que Rodri, par exemple, est dans le meilleur, dans les 10 meilleurs pourcents, etc. Mais ça reste correct. Pour les passes, il est plutôt complet, sans voilà non plus que ce soit la folie des passes qui vont faire des différences à répétition. Mais c'est aussi parce que les sentinelles à l'espagnol un peu sont plus des contrôleurs de tempo, des dicteurs de jeu. On le voit, il ressort assez bien d'en faire progresser le jeu. Donc ça va être des transversales, ça va être du jeu sur les ailes, etc. Mais un peu comme Rodri à City, finalement. Rodri c'est dans le pourcentage de passes vers l'avant, il doit être sur tous les milieux, il doit être de 60e, etc. Il a un pourcentage de passes vers l'avant, strictement vers l'avant, qui n'est pas si élevé. Mais aussi parce que Guardiola cherche à ce que Rodri aille trouver les ailiers, et qu'après il puisse soit servir à un joueur qui attaque le demi-espace, soit voilà, revenir, etc. Mais ouais, c'est le jeu à l'espagnol, donc c'est dicter le tempo, c'est maîtriser un petit peu le jeu, orienter, voilà, changer d'aile, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, pourquoi je parle de Zubimendi, évidemment, vous ne l'avez sans doute pas manqué, mais parce que Rodri s'est blessé du côté de City et que il s'avère que Zubimendi c'était un peu le backup de Rodri à l'Euro, pour ceux qui se souviennent, il a fait quelques entrées, voilà, quand Rodri sortait, il était intéressant, et que ça pourrait potentiellement du coup le devenir prochainement à City, parce que selon les rumeurs, le club s'intéresse à lui. Et pense à lui pour combler le manque de leur sentinelle, de leur chef d'orchestre au milieu de terrain. Donc c'est très intéressant et il va y avoir pas mal d'enjeux sur le joueur du coup et il va potentiellement très prochainement, peut-être cet hiver, passer une grande étape de sa carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Rodri revenait par exemple, il y aurait peut-être une complémentarité possible. À quel niveau? C'est que Rodri ressort beaucoup moins bien que Zubimendi dans tout l'aspect défensif. Alors, à part dans le fait d'intercepter les passes adverses, Rodri, voilà, c'est un gars qui a une science défensive de l'anticipation assez bonne, et notamment pour couper les transitions. C'est souvent le cas des milieux défensifs de Guardiola. Par contre, et on en a déjà parlé, alors il est très bon aussi dans les duels aériens, il est dans l'élite dans les duels aériens, mais il a une grosse faiblesse dans les duels défensifs, là où Zubimendi est dans l'élite dans le domaine, dans les statistiques. C'est que, je vous l'avais dit, mais Rodri par exemple, je crois que c'était le joueur espagnol le plus dribblé à l'Euro. C'est un joueur qui se fait quand même pas mal passer. Bon, il y a des mecs un peu malveillants qui diffusent des compiles de 20 minutes là, des gars qui veulent pas que Rodri remporte le Ballon d'Or et qui ont une compile de 20 minutes où il se fait dribbler un peu par toute la terre là, la saison dernière. Mais voilà, il y a pas mal d'extraits en tête comme ça où on sait qu'il peut vite être pris défensivement, etc. Et du coup, Zubimendi, ça pourrait être un bon complément à ce niveau-là. Donc voilà, très intrigué de voir ce que ça peut donner s'il rejoint City, de le voir passer cette étape-là, de voir potentiellement un double pivot Rodri-Zubimendi, je sais pas trop, voilà, est-ce que ce serait vraiment juste pour backup Rodri ou est-ce que ce serait pour installer les deux à long terme? Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il fallait parler de Zubimendi parce que ça va être un des milieux à suivre cette saison, notamment parce que il va potentiellement rejoindre City et du coup un plus grand club et plus exposé et que du coup faudra suivre ça avec impatience. Et puis tu as aussi l'immense responsabilité d'assurer le rôle pendant que Rodri n'est pas là. Donc voilà, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions et on jettera un œil là-dessus cet hiver. On verra un petit peu comment ça se passe et si ça bouge. Le joueur suivant, c'est Alejandro Baena. Donc attention, encore une fois, là il est comparé au milieu offensif, ce qui influe pas mal sur les stats ici. Par exemple, pour les stats par exemple d'attaque et de mobilité, s'il était comparé juste au milieu tout court, il ressortirait plus haut, mais il ressortirait peut-être plus bas dans d'autres domaines. Voilà, il faut le comprendre comme ça aussi. Alors Baena, j'en ai déjà parlé, il a 23 ans maintenant, il joue à Villarreal en Espagne, et c'est un joueur que j'aime beaucoup.
qui a une très grande force, et vous le voyez ici, hein, quand on regarde au global, on le voit tout de suite, c'est dans les passes. Il a une vision de jeu et une capacité à servir ses coéquipiers dans la profondeur, à casser les dernières lignes défensives. D'ailleurs, c'était un des joueurs, je crois, 5-6 joueurs qu'on avait cassé le plus la saison dernière. Il est très fort dans ce domaine-là. C'est vraiment un passeur d'élite. C'est un passeur d'élite, un passeur offensif d'élite, un meneur offensif. Par contre, Baena, il a de grosses faiblesses dans d'autres domaines, surtout dans l'investissement défensif. Voilà, on lui reproche souvent de ne pas se donner énormément défensivement, etc. Et ça se ressent dans les statistiques. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup sanctionné. Sur les 12 derniers matchs, il me semble qu'il a reçu 4 cartons jaunes, donc ça fait 1 tous les 3 matchs quand même. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont du mal avec lui, avec son attitude, etc. Un peu comme ça peut être le cas avec Bruno Fernandes, pour vous donner un axe de comparaison. Donc voilà, il fait un super début de saison statistiquement. Là, il est à 8 matchs, 1 but, 5 passes décisives. Très intéressant, toujours très fort dans les passes, etc. Mais si c'est un milieu à suivre, c'est parce que il est déjà valorisé, je crois, à une cinquantaine de millions d'euros, entre 40 et 50 millions d'euros, mais parce que il a encore des progrès à faire dans certains domaines qui peuvent en fait faire la différence pour qu'il puisse après passer ce step et rejoindre un top club, parce qu'il en a les qualités footballistiques intrinsèques, ça il n'y a pas vraiment de doute, mais par contre c'est plus compliqué au niveau défensif, et on sait qu'aujourd'hui l'intensité, le jeu actuel demande quand même, tu peux plus te passer d'un milieu de terrain qui va pas forcément trop se donner dans ce domaine-là du jeu. Et puis même chose, ça peut être parfois, alors c'est bien d'avoir des joueurs un peu vicieux, d'avoir des joueurs qui vont pouvoir faire des fautes quand il y a besoin, mais il faut aussi pouvoir se tempérer son caractère. Ça peut, quand tu enchaînes les cartons jaunes, après tu t'es sanctionné, tu as des matchs où tu joues pas. Je crois que c'est au bout de 3 cartons jaunes, tu t'es absent de la prochaine rencontre, etc. Donc voilà, il y a quand même des choses à corriger pour passer ce step-là. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour parler de Baena plus en profondeur. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des Euro Scouting, vous vous rappelez, c'était mon jeune à suivre dans l'équipe d'Espagne. Et franchement, il me fait rêver par son jeu de passe, parce que moi j'aime beaucoup les distributeurs comme ça. Mais par contre, voilà, il y a quelques lacunes à corriger. Voilà, on va voir comment ça se passe cette saison. Si l'été prochain, il y a des clubs qui commencent à s'intéresser à lui, parce que c'est sûr que si tu es en manque de créativité, notamment par la passe, de joueurs qui font des différences par la passe dans ton milieu de terrain, il vient dans les premières options qui te viennent en tête, mais par contre après il y a des caractéristiques limitantes qui vont peut-être refroidir certaines grosses équipes. Donc voilà, très intrigué de voir ce que ça va donner Baena. Le premier joueur maintenant de la Serie A, maintenant qu'on a fini la Liga, le premier joueur de Serie A, c'est Adrian Bernabé, le petit milieu de 23 ans qui joue à Parme, qui a été formé à la Masia du coup, et puis qui après a joué également avec les U23 de Manchester City. Il a rejoint Parme en 2021, il a gagné du coup la Série B avec eux la saison dernière, en étant un des joueurs clés, je pense un des 3 meilleurs joueurs de l'équipe facilement. Il avait marqué 9 buts et il avait délivré 3 passes décisives, mais il avait plus créé que ça, il aurait pu avoir au moins 8 passes décisives, je pense. Il n'a pas encore de contribution décisive cette saison, mais ça n'en fait pas moins un joueur très important de l'équipe. Et pour ceux qui se souviennent, d'ailleurs, il avait donné une passe décisive aux Jeux Olympiques en finale. Et je crois même que c'est pour le but de Camelo, pour revenir au score. Non, pas revenir au score. Pour le 4-3, je crois le but du 4-3, c'est Bernabé qui donne la passe décisive. Donc pour ceux qui se souviennent, malheureusement, dans la défaite de nos jeunes en finale aux Jeux Olympiques. Mais voilà, joueur très intéressant, excellent meneur. Donc vous le voyez, il ressort surtout très bien. C'est un joueur de ballon. Donc faire des courses avec ballon, éliminer par le dribble, en faisant ça proprement, trouver la profondeur par la passe, faire progresser le jeu. Voilà, un vrai meneur de jeu au sens propre, quand même plutôt complet. Il va être un peu juste sur les duels défensifs, voilà, c'est un petit gabarit, 1m70, mais sinon voilà, il n'y a pas de lacune criante apparente, même s'il a une présence dans le dernier geste qui est un peu plus limitée, mais aussi parce que la saison dernière il a marqué 9 buts, mais là Parme arrive, c'est les promus, ils vont forcément être souvent dans des situations de jeu où ils vont
potentiellement se faire dominer ou du moins être moins présent dans les 30 derniers mètres de l'adversaire. Donc tu as moins d'opportunités de marquer, etc. Mais il tente quand même sa chance, ça l'empêche pas de tenter sa chance, donc ça on verra bien. Mais voilà, en tout cas un joueur, un joueur de ballon qui est, voilà, je le suis un petit peu et j'ai regardé quelques matchs en individuel sur lui et franchement j'ai beaucoup aimé ce que j'avais vu. C'est typiquement moi le genre de milieu que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui se souviennent, sur la vidéo que j'avais, je crois, hein, il me semble que sur la vidéo que j'avais fait pour l'Olympique Lyonnais, là, où je prends le même budget qu'ils ont dépensé au mercato et que je fais mon propre mercato, et ben dans mes pistes complémentaires, il y avait Adrien Bernabé pour voilà, dans ce rôle de meneur, si Cacré partait ou quoi. Donc voilà, un joueur que j'apprécie beaucoup et qui selon moi a ce rythme. Voilà, comme je le disais, il a 23 ans, donc il s'approche de petit à petit, voilà, de la période, on va dire un peu, je sais pas, dorée, on va dire 25-30 pour les milieux de terrain, 26-30, bon voilà. Et ouais, vraiment, il continue de montrer de très belles choses. Et voilà, on pourrait potentiellement le voir rejoindre un club de plus haut rang dans pas trop longtemps. Donc voilà. Gardez ce nom en tête, Adrien Bernabé. L'autre joueur, c'est aussi un jeune qui joue dans une équipe promue. Donc c'est Nico Paz qui lui a 20 ans et qui évolue du côté de Côme. Il a été formé au Real. Pour ceux qui se souviennent, c'est quand même un nom, je pense que ça va vous parler, ça va parler à bon nombre d'entre vous. C'est un joueur dont on entendait parler quand même. Il a été en équipe de jeunes avec eux, à la Castilla la saison dernière. Il jouait dans un rôle vraiment offensif. Pour le coup là-bas, je crois qu'il avait joué avant-centre, pas mal, etc. Il avait marqué 11 buts et il avait donné 3-4 passes décisives. D'ailleurs, sur les 11 buts, il y en a une avec l'équipe première. Il était remonté quelques fois en équipe première. Il avait marqué contre Naples en Ligue des Champions, je crois, hein, de mémoire. Mais voilà, bon. C'est le Real, il y a beaucoup trop de joueurs de très haut calibre. La progression elle est un petit peu difficile et bouchée pour les joueurs, pour les jeunes joueurs comme ça. Donc Côme, voilà, qui allait le chercher cet été. Je sais plus exactement combien ils ont mis pour le recruter. Je crois que ça doit être entre 4 et 8 millions, il me semble. C'est un club qui bosse bien, Côme, et qui fait des choses intéressantes. J'ai plus le nom, mince, je crois que c'est la chaîne YouTube Contre-Pied, il me semble que c'est ça, qui a fait une vidéo sur Côme et sur Brighton. Les deux sont excellentes, je vous invite à aller voir. Et vous allez voir le club de Côme, à quel point il est intéressant et qu'il bosse bien, et que c'est un exemple, je pense, à suivre pour les clubs qui sont descendus et qui veulent bien bosser et remonter avec le temps, etc. Un exemple de gestion sportive. Donc voilà, milieu offensif argentin, donc identifié meneur en tant que milieu offensif. Pourquoi ? Parce qu'il ressort pas mal dans le jeu de passe. Ça va être un joueur aussi assez complet au global. Donc une présence assez relative hein, dans les derniers mètres, enfin, notamment dans les buts marqués. Il n'a pas marqué de but cette saison. Il a donné 2 passes décisives en 6 matchs. Voilà, présence dans la surface adverse. Bon bah pareil, comme je le disais même avec Bernabé, mais c'est forcément plus dur quand tu es en Serie A. T'es dans des équipes qui déjà d'elles-mêmes ne touchent pas beaucoup de ballons dans la surface adverse, donc toi ça va être pareil. Pour convertir ses frappes, c'est pas au niveau des tirs cadrés, but par tir, comme il a pas marqué, forcément ça va pas ressortir énormément, mais un joueur qui participe beaucoup défensivement, qui va aller au contre-pressing, au duel, un joueur correct dans le jeu aérien, qui a aussi un bon jeu de passe. Il peut trouver des passes intéressantes pour casser des lignes, pour trouver ses coéquipiers en profondeur. Il est assez complet tout en limitant quand même en maintenant un taux de déchets assez faible. Et puis au niveau de la mobilité, plutôt correct. Ses courses ne créent pas énormément de danger en elles-mêmes. Donc qu'est-ce que c'est créer du danger par les courses ? C'est à quel point tu vas arriver à infiltrer la surface adverse, les zones de danger avec tes courses balle au pied. Mais voilà, un joueur quand même, comme vous le voyez, assez complet. Donc il a un petit peu plus de déchets par contre avec ballon, même si ça reste correct, c'est pas critique non plus. Mais un joueur à suivre sans aucun doute, j'ai presque envie de dire, parce que comme déjà en elle-même, c'est une équipe à suivre, une équipe intéressante qui travaille d'une manière franchement qui un exemple à suivre, je pense, pour pas mal de clubs. Et puis voilà, Nico Paz, on en entendait déjà parler depuis un petit moment. On avait envie de voir ce que ça pouvait donner en première division, dans un club où il pourrait avoir de la régularité et du temps de jeu. Et pour l'instant, sur ce début de saison, ce qu'on voit, c'est assez intéressant. Donc voilà, jeune joueur de Serie A à suivre cette saison. On part du côté de l'Allemagne à présent et on commence avec Alexander Pavlovic, le milieu, la sentinelle du Bayern Munich, donc qui évolue dans le double pivot avec Joshua Kimmich.
Il a été formé au club, lui de son côté, et il s'est notamment montré en seconde partie de saison dernière, hein. Il a notamment joué en 2024. Il est déjà valorisé à 50 millions, donc c'est pas rien, et c'est pas sans raison, c'est parce qu'il montre des choses vraiment très très intéressantes. Je trouve qu'il complète bien Kimmich dans ce double pivot dont je vous parlais. En réalité, Pavlovic, ça va être déjà un très bon organisateur, un joueur qui a très peu de déchets dans son jeu, qui va aller chercher du jeu long, des transversales, etc., qui va un petit peu moins ressortir dans les passes vraiment offensives, les passes qui vont créer des différences dans les 30 derniers mètres. Mais c'est là que je dis qu'il complète bien Kimmich, c'est parce que Kimmich arrive à en trouver pas mal quand même. Il arrive à trouver des centres très dangereux, à trouver des passes parfois aussi lobées par-dessus la défense, etc. Donc déjà, dans le jeu de passe, il se complète bien en étant, dans tous les cas, tous deux de très bons organisateurs. Mais là où il complète d'autant plus Kimmich, c'est dans son activité et dans sa qualité défensive. Kimmich, c'est un joueur qui a beaucoup évolué en tant que latéral droit, de base, etc. Mais qui, quand il est au milieu de terrain, je trouve, pêche parfois dans sa science défensive ou dans sa gestion des duels. Pareil, j'en avais parlé quand je parlais de la vidéo pour remplacer Busquets au Barça et que je parlais des pistes qui évoquaient Joshua Kimmich. On en avait discuté et je crois que c'était aussi le joueur le plus dribblé du Bayern, quelque chose comme ça. Enfin voilà, il avait un peu de mal parfois, il pouvait être un peu pris. Et pour le coup, Pavlovic ressort quand même assez bien dans les duels défensifs, dans l'activité défensive, même au global. Donc c'est une bonne chose. Franchement, les deux font une belle paire d'organisateurs. Et puis, c'est vrai qu'ils vont pas forcément être ceux qui vont marquer le plus de buts. Mais au Bayern, tu joues quand même avec 4 offensifs devant toi. Donc que ce soit Olise, Gnabry, Musiala, Kane, etc. Sans compter par exemple Davies qui va faire... qui va beaucoup monter. Donc c'est important d'avoir quand même cette base-là derrière, d'avoir cette stabilité, en sachant que le Bayern a quand même recruté Palhinha, je crois, pour une 50aine de millions cet été, mais au final, je sais pas, il joue quasi pas. Je crois qu'il a joué 150 minutes avec le club. Est-ce que c'est pas un profil un peu trop neutre? Moi, je l'avais dit que c'était un joueur avec lequel j'avais un peu de mal dans l'idée où oui, c'est sûr qu'il t'assurait cet abattage défensif, cette science défensive, etc. Et initialement, je me disais que c'était aussi peut-être pour retrouver de l'équilibre que le Bayern était allé le chercher, parce que c'est vrai que sur les dernières saisons, on se disait que parfois il y avait quand même un peu de trous défensivement, c'était compliqué. Mais le truc, c'est que Palhinha, c'est un joueur qui est très très peu inspiré avec ballon, que ce soit dans sa conduite ou par la passe. Joueur extrêmement neutre, qui faisait partie des joueurs qui jouaient le plus en retrait, etc. Et je pense que dans une équipe comme celle-là, tu as quand même besoin de joueurs qui sont meilleurs sous pression, qui peuvent te créer des différences par la passe pour sortir les ballons, etc. Donc ça explique aussi peut-être cette installation du duo Pavlovic-Kimmich qui est du coup revenu au milieu de terrain. Voilà, en tout cas un joueur très très intéressant qui selon moi fait partie des joueurs à suivre, notamment pour ce truc-là du jeune joueur qui finalement arrive vraiment la saison dernière et qui vaut déjà 50 millions d'euros. Donc à voir jusqu'où est-ce qu'il va pouvoir aller, est-ce qu'il va s'installer comme une des références à son poste là dans les années qui viennent, etc. Donc voir vraiment si là, cette saison, il prend encore plus... il prend encore plus d'importance dans l'équipe, qu'il enchaîne comme ça encore les titularisations, etc. Et c'est pour ça, je vais quand même garder un œil sur lui. Et puis, on le voit dans marquer des buts hors penalty. Il a quand même marqué 2 buts. Il a marqué un but avec l'Allemagne et il a marqué un but avec le Bayern. Donc voilà pour Alexander Pavlovic. Le deuxième milieu de Bundesliga, c'est Enzo Milo. J'ai un petit peu hésité avec Angelo Stiller, mais j'en ai déjà parlé de Stiller aussi dans ma vidéo par rapport là au potentiel remplaçant entre guillemets de Busquets au Barça, mais quand le Barça cherchait un numéro 6. Mais je me suis dit que j'allais parler quand même de Enzo. Donc lui, il a 22 ans. Pour ceux qui s'en souviennent, il avait été formé à Monaco et il avait rejoint Stuttgart en 2021. Il avait marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière. Donc c'est notamment là qu'il a commencé à bien se mettre en avant dans cette équipe de Stuttgart qui a montré des choses très intéressantes avec Undav, avec Guirassy, du coup Stiller, etc. Toute la clique là un petit peu qui a un peu surpris l'Allemagne. Il avait aussi d'ailleurs marqué un but en finale
au JO face à l'Espagne, avec l'équipe de Thierry Henry. Je crois même que c'est lui qui ouvre le score là vers la 11e minute, 10 ou 11e minute, ouais, c'est lui, c'est quasi sûr. Donc voilà, joueur qui a commencé à montrer des choses intéressantes la saison dernière. Il est déjà à 5 buts et 2 passes décisives cette saison en 9 matchs. Il a marqué contre Leverkusen. Il a fait un super match contre Dortmund où il marque un but, il donne 2 passes décisives. Et c'est un profil qui est pas évident à discerner, je trouve, à situer. C'est pour ça que ça fait de lui un joueur assez intéressant. Lui aussi est identifié comme support, donc comme le penant. Et en fait, il se situe un petit peu entre le support et le meneur. Parce que c'est quand même un joueur qui peut apporter par la passe et trouver des choses. Voilà, on voit qu'il redescend un peu. En fait, c'est ce genre de joueur-là. C'est ce genre de milieux offensifs qui sont, oui, des milieux offensifs, mais qui sont un petit peu des milieux centraux aussi, enfin qui se baladent un peu sur le terrain et du coup qui peuvent faire progresser le jeu et qui contribuent défensivement, qui sont quand même utiles dans le contre-pressing, dans cet aspect-là du jeu. Du coup 5 buts, donc ouais, forcément il ressort super bien dans ce domaine-là. Une présence correcte dans la surface adverse, conversion des occasions correcte aussi. Là où il ressort pas forcément, c'est dans la mobilité, dans les dribbles, les courses avec ballon. Encore une fois, si on le comparait aux milieux centraux, peut-être que du coup il ressortirait bien plus, mais là il est comparé au milieu offensif. C'est toujours compliqué pour ces milieux-là qui sont un petit peu entre eux à plusieurs rôles. Du coup, il y a des domaines où ils ressortent pas trop, mais on ne sait pas si ça représente forcément super bien le joueur en tant que tel, mais c'est vrai que c'est pas non plus un dynamiteur. Voilà, en tout cas, il est valorisé déjà à 40 millions d'euros, il me semble. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la saison qu'il fait décoller? Est-ce que du coup il va partir cet été? Bah écoutez, à suivre, mais en tout cas, comme je vous le disais, 5 buts la saison dernière, 6 buts la saison dernière et 5 actuellement cette saison en 9 matchs. Donc il y a moyen de finir la saison peut-être avec une douzaine de buts, peut-être aller entre 5 et 10 passes décisives aussi, peut-être un 10-10 quoi, un double 10 à minima, et du coup c'est sûr que ça commencera à faire un petit peu à faire bouger l'Europe, à intéresser des clubs. Et puis voilà, c'est français, donc on est forcément intrigué de voir sa progression parce que c'est un joueur qui pourrait nous servir aussi plus tard en équipe 1. Il a joué avec les jeunes, avec l'équipe de Thierry Henry, mais qui peut être amené avec le temps à être appelé par Didier Deschamps, surtout qu'il a un profil, comme je vous le disais, un petit peu particulier, qui pourrait peut-être intéresser notre Didier national. Donc voilà, intrigué de voir ce que ça peut donner et si des clubs vont s'intéresser à lui l'été prochain. On va finir la vidéo avec la Première Ligue et on va commencer avec Carlos Baleba. Donc Carlos Baleba, joueur de Brighton, il a 20 ans, c'est un jeune milieu camerounais qui du coup arrive à Lille en 2022 parce qu'en fait Lille va le chercher, je crois que c'est les écoles du football camerounais ou la brasserie du football camerounais, un truc comme ça, c'est un nom comme ça, mais c'est un petit peu des centres, enfin des centres qui vont propulser des talents, voilà, ce genre de complexe en Afrique qui vont après propulser des talents en Europe. Et Lille va le chercher là-bas en 2022 et puis le vend directement à Brighton finalement en 2023. Il a eu un petit peu de temps de jeu, mais voilà, pas tant que ça en équipe 1. Donc Lille fait quand même un bon coup en le vendant à Brighton puisqu'ils le vendent 27 millions, oui, j'ai oublié de le préciser. C'est quand même une grosse vente, 27 millions, mais ouais, ça tout porte à croire que c'est tout sauf une arnaque. Et il a déjà 10 matchs cette saison joués, dont 2 titulaires avec le Cameroun. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de très 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 fort, très intéressant, à 20 ans seulement. Et c'est du box-to-box par excellence. Voilà, c'est le box-to-box pur qui colle exactement avec la Première Ligue. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives, dont un but et une passe D contre Chelsea, lors de la victoire là, de Brighton 4-2, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est un des grands artisans de cette victoire. Puis vous le voyez, alors une présence très relative dans la surface adverse en soi, mais le joueur qui va t'amener le ballon au moins aux abords de la surface, qui va souvent tenter sa chance, qui va marquer, du coup on l'a dit, 2 buts. Très intéressant, balle au pied, vraiment le box-to-box, grosse mobilité, le gars qui va te faire le lien entre l'attaque et la défense, qui va être à l'aise pour éliminer l'adversaire, un taux de déchet quand même assez correct pour si tu fais
si tu fais le parallèle entre à quel point il tente d'éliminer l'adversaire et son taux de déchet. Par la passe, c'est plus neutre. Enfin voilà, c'est souvent les box-to-box sont quand même ressortent moins dans les passes. C'est plus des joueurs qui vont ressortir dans leur mobilité, balle au pied, etc., mais qui vont moins faire des différences par la passe. Pas forcément des créateurs, des créatifs d'exception. Donc voilà, il est plutôt médian, on va dire. Et puis du coup, il arrive à maintenir un déchet assez faible puisqu'il n'y a pas une prise de risque stratosphérique. Et puis au niveau défensif, c'est très solide, très grande activité déjà. Bon, Brighton, on le sait, ça joue des duels, ça met de l'intensité et c'est un des grands acteurs de cette intensité-là. C'est un des joueurs qui va pas rechigner à l'effort. Et puis voilà, intercepter les passes, réussir les duels défensifs, réussir les duels aériens, les statistiques vont dans son sens aussi. Et voilà, c'est très impressionnant et ça fait penser à des joueurs même comme Yves Bissouma avec Tottenham, etc. Mais ce genre de milieu africain très complet, très fort, et de qualité. Franchement, ça manque pas, hein. Il y en a vraiment il y a vraiment de la qualité. Il y a vraiment de la qualité sur ce continent et on est ravis quand je pense que c'est compliqué aussi parce que le développement du football là-bas est quand même encore plus limité qu'en Europe. Il y a quand même moins d'avancées là-bas, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de qualité et il y a beaucoup de très bons joueurs et heureusement qu'il y a des clubs comme ça qui créent des connexions avec un petit peu des centres de talent et comme Lorient aussi, c'est Lorient qui le fait, qui a ramené si je me trompe pas, un Terem Moffi, etc. Et voilà, c'est des joueurs en plus qui s'adaptent très vite à l'intensité des 5 premiers championnats, à l'intensité du haut niveau parce qu'ils ont du coffre, etc. D'ailleurs, ils sont souvent vus à tort un peu comme, on va dire, les guerriers, etc. Mais guerrier, c'est bien, mais c'est un peu péjoratif parfois parce que c'est souvent donné pour des joueurs qui n'ont pas forcément de ballon ou qui sont pas forcément des joueurs plus, etc. Alors qu'en réalité, Baleba, on est sur un joueur vraiment très talentueux, à 20 ans seulement, comme ça, faire ce qu'il fait là en première ligue et être appelé avec le Cameroun. Non, franchement, c'est excellent. Donc, mon petit gars, on va te suivre de près, on te souhaite beaucoup de réussite. Et on va terminer la vidéo avec Ryan Gravenberch. Pourquoi Gravenberch? Ma dernière vidéo portait sur lui, donc c'est un joueur... on va dire que ça commence à faire un petit moment que j'ai la tête pas dans le guidon, mais je l'analyse de plus en plus, j'analyse de plus en plus son jeu. Il a 22 ans seulement, mine de rien, Gravenberch. On en entend parler depuis longtemps, malgré tout, hein. C'est un jeune joueur, mais ça fait longtemps qu'on en entend parler parce que il a été formé à l'Ajax, où il s'est vraiment révélé. Puis du coup, il a rejoint le Bayern en 2022. Et là-bas, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Quand il en a eu, il n'a pas forcément convaincu. Voilà, c'était un mélange de... il n'a pas forcément saisi sa chance, mais en même temps, on lui a peut-être pas non plus tant que ça laissé sa chance. Surtout dans le contexte, en prenant en compte le fait que ce soit un jeune joueur, donc parfois ça met du temps. Mais Liverpool, ils n'ont pas eu peur de mettre la main au portefeuille l'été dernier, en 2023, pas l'été dernier mais celui d'avant. Il est arrivé pour 40 millions d'euros si je me souviens bien. Il a eu 22 titularisations sous Klopp, donc il a quand même pas mal joué. Ça doit être 22 titularisations et peut-être 38 matchs. Non, là, c'est club plus pays cumulé, ce que je vous dis là, parce que moi, je regarde beaucoup club plus pays, mais bon, il a plus eu sa chance, ça, c'est sûr. Même chose, il y a eu du bon, mais il y a eu du moins bon aussi. En fait, je dirais qu'il a pu être intéressant, mais pas convaincant. Voilà, il n'a pas forcément convaincu. Et là, il est totalement en train de renaître sous Arne Slot, qui est arrivé là récemment. C'est vraiment le lien entre l'attaque et la défense. Vous le savez si vous avez regardé ma dernière vidéo d'analyse sur lui, mais un excellent joueur pour ressortir les ballons quand l'équipe quand l'équipe démarre des phases de possession et du coup que ça part des défenseurs centraux, etc. Il vient se proposer et en un contrôle orienté, en utilisant son corps, etc. Il élimine direct le joueur qui est au pressing sur lui, il peut casser des lignes balle au pied, il se projette beaucoup, il va emmener le ballon jusqu'aux 30 derniers mètres. Donc vraiment c'est le numéro 1 actuellement, c'est le joueur numéro 1 de mon algorithme statistique dans le milieu de terrain, dans l'apport entre ce qu'il apporte et ce qu'il coûte, et dans sa polyvalence aussi, parce que vous le voyez finalement, excepté la présence directe dans le dernier tir, dans la surface adverse, en fait c'est extrêmement complet, c'est extrêmement fort, et il est en train de prendre une ampleur assez impressionnante.
et il donne cette impression-là de domination, de vraiment pouvoir prendre le jeu à son compte. On ressent très nettement l'apport qu'il a dans cette équipe-là avec McAllister et Szoboszlai. Et ouais, voilà, c'est franchement, j'espère qu'il va arriver à tenir ce rythme-là toute la saison et qu'il va arriver à garder cette continuité au fil des saisons. Comme je le dis, c'est un jeune joueur et voilà, les jeunes joueurs, on les juge souvent trop vite. Je vous l'ai dit avant, pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes. Suffit que un entraîneur te donne ta chance dans un contexte où tu vas être utilisé d'une certaine manière et que ça va mettre pleinement en avant tes aptitudes, et puis voilà, tu décolles et tu te révèles totalement. Et là, c'est le cas, voilà, on le voit dans l'élite, dans les courses avec ballon, top 10% éliminé par le dribble, activité défensive, intercepter les passes, très bon dans les duels défensifs également, et aussi du coup cet apport-là dans les passes, mine de rien, comme je le disais, les box-to-box vont souvent être un peu limité dans cet aspect-là, mais il arrive quand même à être assez bon et intéressant. Donc ouais, Ryan Gravenberch à suivre de très près cette saison, parce que ça peut être la saison de l'explosion au plus haut niveau et la révélation totale, sa prise de confiance et le début peut-être d'une grande carrière. Voilà pour cette vidéo l'équipe, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver un petit peu des datas. Moi ça m'a fait plaisir évidemment de travailler comme ça pour vous présenter des joueurs, j'adore ça. Il y en a sûrement beaucoup, voilà, beaucoup d'entre vous qui connaissaient tout le monde ou qui connaissaient du moins la majorité des joueurs, mais je trouvais que sur chacun il y avait un enjeu où il y avait quelque chose d'intéressant à en dire. Voilà, c'est pas les seuls milieux qui performent cette saison, c'est pas non plus 10 milieux totalement entre guillemets hipster, vraiment inconnus du grand public, etc. C'est un peu un entre-deux, on va dire. C'est un entre-deux. Il y aura d'autres vidéos pour présenter d'autres joueurs, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis voilà, d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.